Abdelmajid Tebboune est pro ou anti-Goïta? Il n'y a pas question pro anti-Goïta, c'est question de pragmatisme. Il y a une réalité aujourd'hui au Mali. On a Goïta qui est le chef de l'État malien. On peut ne pas partager l'ensemble de ses positions, mais la réalité politique, comme ça a été dit par mon collègue, impose aux deux parties de coopérer. La réalité finit toujours par s'imposer. Les mots d'Abdelmajid Tebboune ce 27 juillet. Le président algérien a officialisé la normalisation entre Alger et Bamako. Après plus d'un an d'une crise diplomatique inédite, Alger tend la main au Mali et prône la non-ingérence. Mais derrière la façade de l'apaisement, quelles sont les suites concrètes du réchauffement algéro-malien? Bonjour à tous, bienvenue dans le choc des blocs. Bonjour Bassem Laredj, docteur en droit international, analyste stratégique, président fondateur du cabinet de conseil Aman Risk Consulting. Bonjour également à vous, docteur Amezo, fondateur, président du think tank Afrocentricity.info. Merci de votre présence dans ce podcast, le choc des blocs. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors on commence évidemment avec cette prise de parole du président Abdelmajid Tebboune et le ton conciliant employé envers le Mali, réaffirmation du bon voisinage, refus de l'immixtion dans les affaires intérieures maliennes. Donc ce sont deux sources d'inquiétude du côté de Bamako. Comment interprétez-vous ces propos? Est-ce le signe d'une certaine manière qu'Alger doit encore convaincre le Mali? Oui, bon, le discours du président algérien Abdelmajid Tebboune est un discours d'apaisement, effectivement, vis-à-vis du Mali, et il envoie plusieurs messages. D'abord, un rappel de la réalité géographique entre les deux États. Les deux États sont des États frontaliers, donc aucun d'eux ne va déménager. Et donc, il y a une distinction en réalité entre le contexte politique et les gouvernements, effectivement, qui peuvent connaître des tensions passagères entre eux à des moments donnés dans le cadre des rapports interétatiques, et la réalité géographique effectivement qui est là et qui est pérenne. Et donc les gouvernements peuvent changer et les tensions peuvent apparaître à un moment donné et disparaître à un autre moment, et la réalité géographique impose finalement en réalité aux deux États d'avoir une lecture plus pragmatique en réalité des rapports entre les deux, et ce qui les pousse en réalité à aller vers la conciliation qui est fondamentale, parce que c'est un retour à la normale, je dirais, dans les relations algéro-maliennes, parce que historiquement c'est d'excellentes relations entre deux pays frères et qui remontent même avant l'indépendance des deux États. Et donc pour l'anecdote, l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika était surnommé Abdelaziz le Malien pendant la guerre d'indépendance, qui montre tous les liens de fraternité qui existent entre les deux pays. Et donc, dans son discours, le président algérien, effectivement, a rappelé cette réalité géographique. Il a rappelé également que le principe de non-ingérence, qui est l'un des fondamentaux de la diplomatie algérienne depuis l'indépendance de l'Algérie, c'est un principe auquel l'Algérie est fondamentalement attachée par rapport à sa propre politique interne, et vis-à-vis également de l'extérieur. Mais il y a un élément également qu'il faut prendre en considération. La non-ingérence ne signifie pas l'indifférence par rapport à ce qui se passe au Mali. Et donc ça, c'est fondamental également à prendre en considération, parce que la situation du Mali, et notamment ce qui se passe au nord du Mali, impacte directement la sécurité de l'Algérie. Donc ce qui impose également à l'Algérie d'avoir quand même un regard très important par rapport à l'évolution de la situation, et donc la nécessité de renforcer la coopération avec le voisin malien. Donc je dirais c'est un discours qui est pragmatique, un discours conciliant, et qui vise finalement à dépasser cette période de crise qui n'a que longuement duré. Docteur Amezo, à votre avis, ces propos très conciliants vis-à-vis de Bamako, est-ce le signe d'une certaine manière qu'Alger craint peut-être un changement de cap de la part du pouvoir malien? Changement de cap, je ne pense pas en tant que tel. De toute façon, je partage ce qui a été dit, c'est de la réelle politique. C'est ce qu'on appelle, nous, en diplomatie, le mode détente, donc c'est bien choisi. J'attire l'attention sur pas d'indifférence, c'est très important, parce que le fait de dire pas d'indifférence montre aussi que le président algérien a évité soigneusement les sujets qui fâchent. Parce qu'il y a des opposants maliens en Algérie, il y a des mercenaires terroristes ou djihadistes dans les zones grises au niveau des frontières. Il y a un certain nombre d'autres, notamment quand il y a eu la destruction du drone malien. Donc tous ces éléments qui sont là et qui peuvent revenir un peu plus tard dans les discussions, formelles ou informelles d'ailleurs, sont là. Et je pense que cette approche
qui certainement va se faire en dehors des caméras, va prendre de l'envol parce qu'il y a, je pense, dans le discours de Monsieur Tebboune, une meilleure forme de respect mutuel dans son discours, et puis une volonté réelle aussi peut-être de résoudre son propre problème économique qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, il n'y a pas d'ingérence, il a quand même voulu donner une ligne. Le dialogue avec le peuple, c'est quand même une façon d'indiquer qu'il pourrait potentiellement être un médiateur, parce qu'il y a eu les accords d'Alger dans le passé. Bassem Larredj, ce qui est frappant, Abdelmadjid Tebboune ne fait pas mention du soutien malien à la marocanité du Sahara, un soutien exprimé en pleine brouille diplomatique avec Alger. Visiblement, Alger préfère multiplier les signes d'apaisement. Est-ce que c'est le signe qu'Alger évite désormais d'évoquer, de mettre au cœur de sa diplomatie le dossier sahraoui, que ce soit avec la France, l'Espagne et le Mali désormais? Le dossier sahraoui est quelque chose qui est important dans la diplomatie algérienne parce que c'est quelque chose qui, je dirais, relève de sa diplomatie traditionnelle, notamment pour tout ce qui touche à l'indépendance des peuples colonisés et le droit à l'autodétermination, qui sont deux principes défendus par l'Algérie depuis son indépendance, parce qu'elle-même, elle est passée en réalité par ce processus pour conquérir son indépendance, d'où finalement l'attachement important que certains ne comprennent pas de l'Algérie par rapport à ces deux principes. Maintenant, concernant les relations du Mali avec le Maroc, l'Algérie n'a jamais conditionné ses relations bilatérales avec son voisinage, avec leurs relations avec le Maroc, malgré les tensions qui existent entre l'Algérie et le Maroc pour des raisons historiques sur lesquelles peut-être on reviendra ultérieurement. Le Tchad entretient de bons rapports avec le Maroc, ça n'empêche pas l'Algérie d'avoir d'excellents rapports avec le Tchad. Donc, je pense qu'il faut changer de prisme de lecture lorsqu'on aborde cette question. Après, effectivement, le choix du Mali de se rapprocher du Maroc n'était pas anodin, c'était également une manière, dans le contexte des tensions avec l'Algérie, une manière d'attaquer indirectement l'Algérie, surtout par rapport au timing de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur ce territoire contesté, qui est classé par les Nations Unies comme un territoire non autonome. Et donc, en réalité, l'Algérie, on le voit clairement, distingue entre les tensions bilatérales qui peuvent exister sur un certain nombre de sujets en dehors de cette question par rapport à du Sahara occidental. Il y a d'autres questions, d'autres problèmes qui ont été soulevés par mon collègue qui continuent de marquer les relations entre l'Algérie et le Mali. Mais en réalité, on a décidé, je pense, de part et d'autre, d'être plus pragmatique et de progresser petit à petit dans les différents dossiers qui posent encore problème, mais en tout cas de clarifier globalement le cadre général, donc d'un retour à la normale dans les relations diplomatiques, même si toutes les questions problématiques n'ont pas été réglées, mais c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Effectivement, il y a cette question, il y a la question de la situation au nord du Mali qui préoccupe forcément l'Algérie, parce que comme je le disais, c'est sa profondeur stratégique et ça impacte directement sa propre sécurité nationale. Il y a également les liens que le Mali développe avec les Émirats, etc., avec lesquels l'Algérie n'a pas nécessairement d'excellents rapports. Donc, il y a également le sentiment d'utilisation du territoire malien par l'Algérie pour attaquer l'Algérie, et d'où l'histoire du drone, en réalité, sur laquelle on pourra revenir. Il y avait différentes problématiques autour du drone qui a été abattu. Effectivement, pour Alger, le drone avait dépassé les frontières territoriales de l'Algérie, donc c'était tout à fait normal que l'Algérie abatte ce drone parce que c'était un drone armé. Auparavant, il y avait plusieurs drones maliens qui avaient violé l'espace aérien algérien mais qui n'ont pas été abattus parce que ce n'étaient pas des drones armés. Sans docteur Amezo du dossier sahraoui, pensez-vous qu'Alger fait la politique de l'autruche sciemment pour mieux rebondir là-dessus, sur ce dossier? Non, je partage ce qui a été dit. Ce n'est pas une politique d'autruche. L'Algérie, dans l'histoire algérienne, même depuis les années 60, hein, a toujours eu des positions relativement claires sur le non-alignement, de manière générale. Et comme l'a dit mon collègue, c'est un processus que l'Algérie elle-même, ou lui-même comme pays, a connu. Et donc, l'Algérie se limite à ce qui est dit aux Nations Unies. Aujourd'hui, c'est Donald Trump et autres qui sont en train de pousser ce dossier. Bien sûr, le Maroc est dedans, mais il y a un positionnement juridique de l'ONU qui n'a pas vraiment évolué. On est en pleine décolonisation. Et l'Algérie ne s'est jamais vraiment départie de cela. Donc, je pense que l'Algérie a pris une position plutôt moyen long terme en se disant, écoutez, tant qu'on n'a pas modifié le fondement juridique de ce qui est en train de se passer pour ces populations, écoutez, peut-être que ça va évoluer et qu'on aura des meilleurs interlocuteurs pour discuter de ce dossier.
Alors, cette Tout à normalisation fait. officielle des relations entre Bamako et Alger intervient donc après les annonces simultanées le 10 juillet du retour des ambassadeurs respectifs, réouverture aussi réciproque des espaces aériens aux vols civils et militaires. Bassem Larraj, lors de son intervention, le chef de l'État algérien a martelé que la force ne résoudra rien au Sahel. Le président Tebboune vise-t-il directement la stratégie de la junte malienne et de ses nouveaux alliés? Sans viser directement la stratégie de la junte malienne ou les nouvelles autorités maliennes, en réalité, c'est un positionnement classique de l'Algérie par rapport à ce qui se passe dans le Sahel, en disant que les solutions purement sécuritaires sont insuffisantes pour répondre à des problématiques qui sont multidimensionnelles. En réalité, effectivement, il y a l'aspect sécuritaire qui doit être traité, ça c'est très important, mais il y a également l'aspect humain, la problématique de l'intégration des territoires et des populations locales, notamment du nord du Mali, le sentiment d'appartenance, la problématique du développement économique. Et donc, en réalité, une réponse purement militaire n'est pas à elle seule suffisante pour régler ce problème. C'est juste une fuite en avant en réalité. Et ça n'a fait qu'aggraver les différentes problématiques. Et ça peut être même un terreau fertile pour le recrutement de nouveaux terroristes, etc. Et donc de nourrir l'opposition par rapport à l'État central. Et d'ailleurs, ça a été toujours la position algérienne par rapport au dossier malien depuis de nombreuses années. Il ne faut pas oublier que l'Algérie intervient en tant que médiateur dans les différentes crises qui ont secoué le Mali depuis son indépendance, notamment dans les années 90, les années 2000 et plus récemment en 2015. Et à chaque fois, en réalité, le rôle de l'Algérie avait pour but de rapprocher les positions du pouvoir central malien avec ses opposants, notamment au nord du Mali, d'abord pour préserver l'intégrité territoriale du Mali et pour effectivement répondre de manière concrète aux différentes problématiques qui se posent dans cette zone et dans laquelle, comme je disais, l'aspect sécuritaire n'est pas à lui seul, suffisant parce qu'il faut également distinguer entre les groupes effectivement terroristes qui actifs dans la zone, qui sont rattachés soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique, et d'autres groupes qui sont présents également dans le nord du Mali, qui ont des revendications, qui ont plus une dimension, je dirais, politique. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il est fondamental de distinguer entre les deux groupes. Et peut-être cela explique pourquoi également le changement de positionnement à Bamako. Je pense que il y a peut-être, même si c'est pas dit de manière officielle, je pense qu'elles se rendent compte que cette solution purement militaire, il ne suffit pas de remplacer les puissances occidentales par les Russes pour régler cette problématique qui s'oppose au nord du Mali, en raison de sa complexité. Et donc, ça pousse peut-être les nouvelles autorités à avoir une nouvelle vision qui, tout en gardant officiellement, bien évidemment, cette position sécuritaire pour défendre l'intégrité territoriale du Mali, lutter contre les groupes armés qui est actif dans la zone, mais peut-être ça ouvre une brèche dans de futures négociations pour essayer de régler le problème qui se pose dans le pays et distinguer entre les groupes terroristes et les autres groupes qui ont plus une dimension politique. Vous pensez qu'il y a une convergence de points de vue avec l'administration Trump qui envisagerait, selon le Washington Post, une intervention militaire contre le JNIM, docteur Amezo? Vous savez, les Américains, d'abord c'est le Washington Post qui a parlé, donc ce n'est pas l'État américain. Ça a été d'ailleurs démenti d'une certaine façon par le ministre des Affaires étrangères malien. Donc aujourd'hui, factuellement, il se passe rien du tout. Il faut considérer le Washington Post comme quelqu'un qui donne de l'information. Non, mais sur C'est la un journal convergence sérieux. de points de vue entre l'administration Trump et Alger. Ah oui, bah, disons, l'administration Trump, faut faire très attention. C'est America First. Donc, leur position a toujours été de combattre le terrorisme. Et donc, ils considèrent dans leur politique et des affaires étrangères que, écoutez, ça peut demain matin aussi les concerner directement ou indirectement. Mais ce sont les mêmes Américains qui sont allés mettre à la tête de la Syrie un ancien djihadiste. Donc, il faut faire très attention aux positions américaines. De là à dire que s'il y a une convergence avec l'Algérie, moi je dirais non. L'Algérie reste un pays qui, malgré tout, reste non aligné sur ses positions et il y tient. L'Algérie, je crois même le président Tebboune a déclaré, je ne me rappelle plus trop où, qu'il n'est pas question qu'une base américaine vienne s'installer en Algérie. Et je crois qu'ils vont garder cette position pendant bien longtemps. D'ailleurs, les Américains le respectent pour cela et peuvent même lui faire confiance.
Donc, ce sera plutôt une coopération éventuellement si le Mali accepte que cela se passe. De là à parler de bombardement, je pense que vous savez, ce qui se passe aux États-Unis, c'est beaucoup plus pour une politique interne pour leurs propres élections qui arrivent au mois de novembre. Mais le fait que le président Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui porte un regard critique sur la stratégie sécuritaire menée par la transition malienne, aux côtés de son partenaire russe, est-ce que vous pensez que cela peut faire bouger les lignes à Bamako? Non, vous allez un peu trop vite. Moi, je ne suis pas convaincu que le président Tebboune voit la chose telle que vous l'avez dite. Il s'agit d'un constat que une position unilatérale, plutôt tout militaire, n'a pas fonctionné. En tout cas, n'est pas efficace. À partir de là, il y a un réel politique qui touche l'ensemble des pays. Il n'y a pas que l'Algérie et le Mali. L'ensemble des pays. La Mauritanie peut être citée. On peut aller au Tchad, on peut aller des pays côtiers. Et donc, il faut trouver un moyen de fonctionner. Parce qu'après tout, ça dérange un peu tout le monde, cette histoire de zone grise, quelle qu'elle soit. Maintenant, il y a des partenaires étrangers. Les États-Unis, vous l'avez cité, mais il y a la France, et puis il y en a d'autres, et la Russie, bien sûr. Tous ces gens, on commence à comprendre qu'ils ont chacun leurs intérêts, qui risquent de passer avant les intérêts des peuples des pays africains. Et là, ça ne passe pas. Et je pense que c'est plutôt ça le fondement de la nouvelle relation entre l'Algérie, le Mali, et peut-être même l'ensemble des pays de l'AES, et au-delà. Il y a une prise de conscience qui n'était pas tout à fait là au départ, à cause de ces positions unilatérales, qui commence à revenir. Moi, je suis même presque un peu heureux de cette situation, parce que je pense qu'on est en train de revenir à ce qu'on avait toujours voulu. Cette Afrique qui travaille ensemble, tout en respectant les différences des uns et des autres. Mais les critiques sur la stratégie malienne, la stratégie sécuritaire, est-ce que ça peut devenir un point de friction, de tension même, dans un avenir proche entre Alger et Bamako, Bassem Laredj? Ça a été effectivement mis en avant par les autorités maliennes au début de la crise entre les deux États, en accusant l'Algérie d'ingérence dans les affaires internes du Mali, parce que l'Algérie effectivement avait joué le rôle de médiateur auparavant, mais après la dénonciation des accords d'Alger, l'Algérie continue, comme l'a dit mon collègue, à abriter sur son territoire des opposants aux nouvelles autorités maliennes. Et donc c'est un élément effectivement qui a été à l'origine des tensions entre les deux États. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience, à mon avis, de la part de Bamako, comme on le disait tout à l'heure, que la solution purement militaire est à elle seule insuffisante pour régler le problème qui se pose au nord du Mali, et donc cela impose une nouvelle lecture, même si c'est pas dit encore de manière officielle. Et dans ce cadre-là, l'Algérie pourra jouer un rôle, je pense, de médiateur, peut-être un peu plus discret qu'auparavant, pour essayer de rapprocher. D'ailleurs, c'est un avantage d'avoir finalement un certain nombre d'opposants sur son territoire, parce que cela permet à l'Algérie d'être un canal de négociation et de transmettre les revendications peut-être des autorités maliennes directement à un certain nombre d'opposants, notamment l'imam Dicko, et dans l'autre sens également transmettre les doléances de ces opposants aux autorités maliennes pour essayer de trouver un compromis qui va à la fin que dans le sens de l'intérêt du Mali et de la stabilité de ce pays qui a été malheureusement que fortement impacté par l'instabilité que le touche depuis un certain nombre d'années. Donc je pense qu'on est en train de dépasser. La situation reste toujours bien évidemment fragile pour le moment, parce qu'on vient de reprendre des relations normales, malgré, comme on le disait tout à l'heure, les dossiers de friction sont encore présents. En tout cas, il y a des visions qui peuvent être encore différentes entre Alger et Bamako, mais cela n'empêche pas que les deux pays vont entamer, je pense, un processus de rapprochement et de dialogue direct, et c'est ça qui est important pour essayer de trouver des compromis qui peuvent contribuer à aider le Mali à sortir de la crise qui le frappe aujourd'hui. Et alors c'est vrai que le président Abdelmadjid Tebboune, lors de son intervention télévisée, s'est longtemps étendu quand même sur le cas malien. Il a également mis en cause l'entourage d'Assimi Goïta, je cite: certains éléments qui ont failli au niveau national cherchent à trouver un coupable, notamment en proférant des accusations contre l'Algérie. L'Algérie a toujours été un pays frère pour le Mali. Le président de la transition, Assimi Goïta, ne s'est jamais attaqué à l'Algérie, a-t-il ajouté. Quel est cet entourage dont il parle à votre avis, et comment interprétez-vous cette nuance entre certains éléments du pouvoir et le président de la transition lui-même, Assimi Goïta, docteur Amezo? Écoutez, c'est du classique, hein. Écoutez, la plupart du temps, quand il y a quelqu'un, surtout dans les dictatures, les situations difficiles, c'est l'entourage et c'est pas le chef. Mais je vous ferai constater que dans les deux régimes, l'Algérie ou le Mali, il y a un chef. Et donc, à partir du moment, c'est quand même une gestion pyramidale du système.
Donc, je pense que c'est plutôt une formule diplomatique qu'autre chose. La réalité est que le Mali a quand même perdu son numéro 2 dans un attentat dans lequel on se pose la question pourquoi les services de renseignement n'ont pas fonctionné, ni russes, ni américains d'ailleurs. Et du coup, est-ce qu'il fait allusion à cela? Le ministre de la Défense, Sadio Camara. Tout à fait. Oui, oui, est-ce qu'il fait allusion à cela? Parce que c'est après cela que maintenant il y a une sorte de détente qui se met en place. Hein. C'est la première chose. La Il deuxième y avait chose. également le ministre des Affaires étrangères malien qui avait attaqué l'Algérie au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout à fait. Ça, c'était le Ouais. deuxième point. Voilà, c'était le deuxième Ouais. point que je voulais soulever. Alors, ça, c'est au niveau interne et au niveau externe, donc international. C'est ce qu'a dit mon collègue, justement. Il y a quand même eu des paroles qui ont été dites au niveau international, au niveau des Nations Unies, mais aussi dans la sous-région, et qu'il va falloir peut-être faire très attention quand on émet des jugements ou des positions qu'il faut quand même les étayer. Parce que en politique et en géopolitique, ça va très vite. Si vous n'arrivez pas à les étayer, il vaut mieux rester en informel sur ce qu'on appelle la diplomatie. Donc, je pense que tous ces éléments sont venus se mettre en positionnement. N'oubliez pas qu'il y a eu une visite du Et est-ce président. que cela signifie le fait que le président algérien souligne ces dissensions vis-à-vis d'Alger au sein de la transition malienne? Est-ce que cela signifie qu'il existe au niveau du pouvoir malien un front anti-Alger, Bassem Laredj? Moi, je pense tout d'abord par rapport aux déclarations du président algérien, c'est une manière très intelligente et très fine de laisser une porte de sortie au président Goïta pour essayer de se rapprocher de l'Algérie sans se compromettre et remettre en cause publiquement ses positions antérieures. Donc, en ciblant son entourage et en disant que le président Goïta n'a jamais attaqué l'Algérie, donc on permettait au président Goïta finalement de prendre position de manière officielle et de rétablir des relations normales avec Alger. Concernant les partis qui peuvent s'opposer à l'Algérie, effectivement, on peut imaginer que dans le cadre du sérail malien aujourd'hui, il doit y avoir des éléments qui sont, je dirais, pro-algériens en raison de la réalité géographique et historique des deux États. De l'autre côté, on ne peut pas exclure également l'existence d'un certain nombre d'acteurs qui peuvent pousser à l'escalade entre les deux États. Et ces acteurs peuvent notamment être poussés par d'autres acteurs étrangers. Il faut pas oublier ça, qui ont intérêt finalement à exacerber les tensions entre l'Algérie et le Mali. L'Algérie avait cité à plusieurs reprises les Émirats qui joueraient un rôle déstabilisateur dans la zone, notamment dans les relations algéro-maliennes. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Mais vous pensez qu'Abdelmajid Tebboune est pro ou anti-Goïta? Pas question pro anti-Goïta, c'est question de pragmatisme. Il y a une réalité aujourd'hui au Mali. On a Goïta qui est le chef de l'État malien. On peut ne pas partager l'ensemble de ses positions, mais la réelle politique, comme ça a été dit par mon collègue, impose aux deux parties de coopérer, de trouver un minimum de terrain d'entente, parce que les deux États partagent des frontières immenses de plus de 1300 kilomètres avec toutes les problématiques sécuritaires, humaines qui existent dans cette zone qui est difficilement contrôlable en réalité. Donc une partie est devenue une zone grise avec le développement de tout ce qui touche à la criminalité transnationale, les différents trafics, la menace terroriste. Donc cela impose en réalité aux deux États de coopérer, quelle que soit la nature du pouvoir. Docteur Amezo, votre avis là-dessus? L'avenir, c'est d'aller plutôt, regardez le futur, l'avenir, c'est d'aller trouver un moyen de retrouver une forme de conférence, des conférences même, et je pense que ça va se passer en 3 étapes. Il y a une étape malien, notamment avec les groupes qui sont des Maliens et qui veulent avoir une sorte plus d'autonomie, voire d'indépendance, et qui trouvent une solution là-dessus. Et il y en a un autre qui touche directement ceux qui sont des opposants, qui sont là depuis longtemps et qui est une partie à Alger, mais il n'y a pas qu'Alger. Donc, il va falloir résoudre celui-là aussi. Donc, il faut parler entre Maliens. Et puis, il y a un troisième, beaucoup plus large, qui est le problème sécuritaire, et dans lequel beaucoup d'intervenants étrangers aux deux pays viennent défendre leurs intérêts, qui ne va pas toujours dans l'intérêt ni de l'Alger, ni de Bamako. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette zone grise, elle est entretenue. On parlera peut-être d'économie et de finances tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'argent qui viennent là. Et ces groupes eux-mêmes deviennent autonomes, quelque part, avec des alliances, des désalliances qui se font régulièrement. Regardons qu'est cette nouvelle stratégie, cette subtile d'ailleurs, qui permet à chacun de se dire, écoutez, on a fait quelques erreurs dans le passé, là, il faut qu'on trouve une solution pour que nos deux pays, voire les pays dans la zone, puissent fonctionner et que la logistique, tout ce qui est la coopération, tout ce qui est la chaîne en fait d'approvisionnement refonctionne normalement sans intervention. N'oubliez jamais que quand ça ne fonctionne pas,
tout ce qui est approvisionnement, ça profite à l'extérieur. Ça met les pays en situation d'infériorité et de difficulté. Et du coup, leur souveraineté, que ce soit algérienne ou malienne d'ailleurs, peut être réduite. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'Algérie insiste beaucoup sur le pipeline qui va permettre de retrouver, justement. Et c'est l'Europe, du coup, qui va devenir indépendante de cette énergie. Donc, c'est très important dans la géopolitique de retrouver ce que j'appelle, moi, la capacité d'influence ou la capacité même de nuisance, entre guillemets, qui permet des négociations plutôt apaisées. Sinon, vous dépendez de ceux qui sont le plus forts. Un petit point rapide quand même. Je pense qu'on n'a pas dit l'essentiel ici. Il y a un certain Yad Gali. Il faudrait savoir où est-ce qu'il dort. Quand je dis dort, c'est pour la formule. Il faut savoir comment se fait-il qu'il circule dans cette zone grise et que personne ne veut vraiment le situer. Or, nous avons tous les équipements aujourd'hui, que ce soit les Starlink, que ce soit les équipements russes, pour l'identifier. Donc, il y a bien quelqu'un qui le protège et donc profite de cette zone grise. Donc, ça, je pense, ça va faire un objet de discussion informelle, peut-être déjà engagé, et dans lequel chacun apporte de l'information, parce qu'il va y avoir des partages d'informations, Bon, de renseignements. on va revenir en détail sur les points de friction et on évoquera Yad Gali sur le plan de la coopération, des perspectives en matière de coopération sécuritaire entre Alger et Bamako. Mais pour revenir sur sa prise de parole, Bassem Lareb, la prise de parole d'Abdelmadjid Tebboune, il a également déclaré que la voie de la raison, c'est de discuter avec son peuple, d'essayer, même si la prise de pouvoir n'est pas constitutionnelle, on pourra la constitutionnaliser, a-t-il dit. S'agit-il d'un appel clair à la tenue d'élections libres et transparentes au Mali? Il s'agit surtout d'un appel, je pense, à un dialogue intermalien, en réalité, qui intègre l'ensemble des parties maliennes, que ce soit les pro-gouvernements ou les opposants qui sont en Algérie ou dans d'autres États. Et de toute façon, c'est un dialogue qui est fondamental. La situation du Mali ne peut pas se régler sans ce dialogue intermalien qui est inclusif, un vrai dialogue inclusif qui intègre l'ensemble des partis, que ce soit les représentants des partis opposés au régime au nord du Mali. Pourquoi pas, je dirais même une partie du JNIM, parce qu'il ne faut pas oublier que Yad Gali est un Malien, ça a été soulevé, mais on n'avons même pas un certain nombre d'opposants maliens qui sont en Occident, en disant qu'il fallait également négocier avec Yad Gali, parce que c'est un Malien, c'est pas quelqu'un qui est venu de l'extérieur, c'est un notable Touareg qui avait déjà participé par le passé à des accords et à des négociations de paix avec le pouvoir central, et on peut pas non plus exclure si on arrive à intégrer Yad Mali et l'imam Est-ce que Diko vous pensez ces qu'Alger va négociations à pousser une dans le évolution sens... peut-être du JNIM, ou en tout cas une Ouais. partie du JNIM, au schéma qu'on a vu en Syrie, où le mouvement djihadiste Hayat Tahrir al-Sham s'est transformé progressivement, s'est fait une nouvelle virginité, je dirais. Pourquoi pas pas un scénario semblable au Mali, où on verrait Yad Gali finalement renoncer au terrorisme et accepter de faire partie de l'ensemble, un des acteurs en tout cas influents au Mali, mais sur le plan politique. Vous pensez qu'Alger va pousser dans le sens de discussion, de négociation avec les terroristes du JNIM et Yad Gali? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit l'Algérie appelle à des négociations inclusives, mais si on prend la réalité malienne du terrain concrète, je pense que le pouvoir malien aurait souhaité, une partie des Maliens aurait souhaité voir Bamako avoir les capacités militaires pour régler le problème qui se pose au nord, ou qui se pose avec les rebelles Touaregs, ou qui se pose avec le JNIM. Mais il y a malheureusement une réalité concrète du terrain. L'armée malienne n'a pas la capacité. Il y a des éléments historiques qui peuvent expliquer ça. D'abord, la dimension du Mali, un territoire énorme, difficilement contrôlable, une armée qui est relativement faible, les interférences étrangères effectivement qui existent dans la zone, et donc cela impose une nouvelle réalité, et donc de négocier avec en tout cas les éléments qui acceptent de négocier dans le cadre d'un État malien unifié qui accepte l'ensemble des parties. L'Algérie pense à des négociations inclusives, je pense principalement avec les groupes rebelles au nord du Mali, notamment les Touaregs, parce que là, il y a une dimension en réalité multiforme qui se pose. Comme je disais, c'est des problématiques qui s'opposent depuis de nombreuses années par rapport à ce sentiment d'appartenance, d'intégration de ces territoires, de partage du pouvoir. Et l'Algérie a une connaissance très fine de ce dossier parce qu'elle partage des frontières directes avec le nord du Mali. Elle a des contacts, bien évidemment, pour des raisons historiques, humaines, économiques, avec les notables de cette zone
également, donc ce qui peut permettre également à l'Algérie de jouer un rôle important dans Alors sur le rôle probablement de d'Alger, futures on va y négociations. revenir, Maintenant, mais dans un concernant les instant groupes d'ailleurs. djihadistes, Mais j'ai juste pour terminer sur les propos d'Abdelmajid Tebboune, est-ce que ce n'est pas un peu prématuré de conseiller finalement d'une certaine manière la transition malienne, alors qu'il refuse le terme d'ingérence et il appelle Bamako à dialoguer avec son peuple. Ça peut être c'est une mal position interprété du côté de Bamako, docteur Amezo, non? C'est une position traditionnelle de l'Algérie d'appeler au dialogue. C'est pour éviter les ingérences étrangères, au contraire. Donc ça va dans le sens de la renforcement de la souveraineté du Mali, parce qu'on veut que la question soit réglée entre Maliens et sans l'interférence d'acteurs étrangers, comme ça a été précisé par mon collègue, qui sont là parfois pour défendre leurs propres intérêts. Les Émiratis, les Turcs, les Français, les Russes, les Américains ne sont pas là pour défendre les intérêts du peuple malien ou du peuple algérien, ni du Niger, du Tchad, Mais etc. Ils sont là d'abord pour défendre leurs propres ces intérêts. déclarations publiques peuvent être mal interprétées du côté de Bamako, docteur Amezo. Peut-être qu'il aurait fallu que Abdelmajid Tebboune en discute de manière plus privée avec le pouvoir malien. Vous savez, quand vous avez des annonces, je peux vous garantir, pour avoir fait 20 ans de diplomatie, qu'il y a eu beaucoup de discussions informelles, téléphoniques, avant. Donc, dire que c'est mal interprété, non. Il faut que le Mali fasse son travail aussi. Il y a beaucoup de problèmes de transparence au Mali. Il va falloir aussi expliquer quelle est la position et comment avance ce gouvernement dans cette nouvelle posture. Moi, je pense qu'un conseil n'est jamais de trop. Vous pouvez l'accepter ou le refuser, mais un conseil n'est jamais de trop. Surtout un conseil au dialogue, c'est une position classique qu'on a souvent dans les Nations Unies, mais aussi un peu partout. Moi, j'aurais voulu être un peu plus pratique, plus pragmatique encore. Vous savez, l'histoire, il y a un chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengria, qui connaît relativement bien le dossier et qui est là depuis relativement longtemps. Il est maintenant ministre délégué à la Défense et je pense que c'est un monsieur clé pour pouvoir bien comprendre toutes ces évolutions qu'il y a eu dans la zone et que le Mali gagnerait sincèrement en face à aller plus en détail et voir les nuances qui se sont intégrées dans ce dossier. Pourquoi? Parce que quand les conférences ont eu lieu bien avant les coups d'État, eh ben, comme on l'a dit mon collègue aussi tout à l'heure, il y avait un certain nombre de gens, JNIM ou pas d'ailleurs, terroristes ou pas à l'époque, qui participaient. Et donc, les exclure aujourd'hui peut poser beaucoup de problèmes. Ensuite, maintenant que les liens diplomatiques sont rétablis, il y a quand même de nombreux points de friction, vous les avez évoqués. D'abord, en ce qui concerne l'accord d'Alger de 2015 qui a été dénoncé par Bamako, quel rôle et dans quel cadre Alger pourrait jouer les médiateurs, Bassem Laredj? Oui, effectivement, même si l'accord d'Alger a été dénoncé par les nouvelles autorités maliennes, et on peut dire qu'ils sont derrière nous, il y a une réalité. Les accords d'Alger visaient à répondre à un certain nombre de problèmes qui se posaient au nord du Mali, qui se posent toujours aujourd'hui. Donc cette réalité est toujours là et donc cela impose, je ne connais pas les délais, mais en tout cas à moyenne échéance, en tout cas une reprise du dialogue intermalien, notamment avec les acteurs au nord du Mali. Et l'Algérie pourrait jouer également un rôle central en réalité dans ce dossier, parce que je pense que c'est le seul État de la région qui maîtrise parfaitement ce dossier, comme ça a été dit par mon collègue, les petites nuances qui peuvent exister par rapport à certaines personnalités ou à certains acteurs qui sont clés dans le règlement de la crise malienne, même s'ils sont aujourd'hui exclus par Bamako. Et l'Algérie pourra rejouer ce rôle central dans le cadre d'un nouvel accord. Ça sera pas les accords d'Alger de 2015, ça prendra une nouvelle forme. Mais l'Algérie, je pense, a toujours un rôle central et déterminant pour essayer de rapprocher les points de vue des acteurs clés du conflit malien, et surtout que l'Algérie œuvre pour éviter la désintégration du territoire malien. Ça, c'est une réalité. Même ça, parfois, certains disent que l'Algérie soutient les indépendantistes. Cela est en totale opposition en réalité par rapport à la doctrine algérienne qui soutient l'intégrité territoriale Docteur de l'État. Amezo, est-ce qu'Alger peut se tenir à l'écart d'un dialogue intermalien? Non, Si l'Algérie ne se tiendrait pas à la l'écart. transition malienne le souhaite d'ailleurs. Non, attendez. Vous avez dit un mot qui me dérange, c'est le mot médiateur. Quand j'étais aux Nations Unies, c'est un mot qui pose problème. Il faut parler plutôt de facilitateur. C'est chacun a son rôle, mais l'Algérie aujourd'hui, en oubliant l'accord qui est Alger avant, est par définition un facilitateur. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de donner des conseils. Maintenant, il faut que le Mali l'accepte ou pas. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir que le Mali prenne des positions claires s'il veut ou pas aller vers un dialogue.
c'est pas un dialogue où on va mettre tout le monde dans le même pot. C'est pas la salade d'Issoise, comme on dit ici. Mais il faut fondamentalement voir par où on va commencer. Et ça se discute. C'est pour ça que je reviens à l'armée algérienne, notamment sous le ministre de la Défense. Pourquoi? Parce que c'est depuis des années, au moins 79 ou même avant, qui mènent des opérations de surveillance, de sécurité de la frontière sud de l'Algérie. Et donc, il y a des coopérations limitées, discrètes, vues ou pas vues, entre des partenaires et au niveau du renseignement, justement anti-djihadiste. Parce que l'Algérie est très dure là-dessus. Donc de là, aller le confondre avec quelqu'un qui va aller soutenir la sécession de l'Azawad, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise analyse. Bassem Larredj, quelle est la position du président Abdelmadjid Tebboune? Est-ce qu'il peut s'accommoder d'un dialogue intermalien sans, Il le demande. une facilitation algérienne? C'est une position de neutralité en réalité par rapport à la situation interne du Mali. Comme ça a été dit par mon collègue, l'Algérie a toujours joué un rôle de facilitateur parce que il y a une réalité géographique qui impose. Non, mais aujourd'hui, je vais préciser ma question, Bassem Larredj. Si aujourd'hui la transition malienne demande à Alger de rester à l'écart de futures négociations. Je pense qu'il y a eu un retour des relations diplomatiques à la normale, entre guillemets, en tout cas le retour des diplomates, l'ouverture de l'espace aérien, c'est qu'il y a peut-être un bilan qui a été fait à Bamako par rapport à la politique qui a été menée jusqu'à présent du tout sécuritaire et qui a montré quand même ses limites. Et je pense qu'il y a quand même chez certains, en tout cas dirigeants maliens, responsables politiques maliens, autour du président Goïta, peut-être la volonté d'aller vers, c'est pas dit d'une manière directe, mais la volonté d'aller vers une nouvelle stratégie qui soit moins basée que sur le tout sécuritaire. Le sécuritaire va rester, bien évidemment, et c'est tout à fait normal, mais c'est d'ouvrir progressivement le dialogue avec d'autres acteurs pour essayer finalement de stabiliser progressivement le Mali, parce que là, le nouveau pouvoir malien a ouvert une multitude de fronts contre lui. On voit finalement le résultat aujourd'hui. Il contrôle moins de territoire aujourd'hui qu'auparavant. Et ça, face aux djihadistes, face aux rebelles Touareg, etc. Et donc ça, c'est vraiment très problématique par rapport à la viabilité de l'État malien en tant que nation et en tant qu'État. Et donc le retour au dialogue, je pense, c'est quelque chose qui a été acté au niveau des plus hautes autorités maliennes. Maintenant, c'est la question est liée à la forme que cela va prendre. Et quel rôle vont pouvoir jouer d'autres acteurs régionaux, que ce soit l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, qui sont des États frontaliers, qui partagent également les mêmes, ou d'autres États, qui partagent également les mêmes craintes sécuritaires par rapport à la déstabilisation du Mali. Et je pense, en toute bonne intelligence, il n'y a pas une autre solution que le dialogue intermalien qui pourra être en tout cas facilité par d'autres acteurs et à leur tête l'Algérie. Et sur le plan sécuritaire, quelles sont les perspectives? Vous parliez tout à l'heure d'une coopération en matière de renseignement. Est-ce que cette coopération existe déjà, Bassem Larredj? Oui, je pense que cette coopération, en réalité, est fondamentale pour la stabilité de l'ensemble de la région, en dehors du Mali et de l'Algérie. L'Algérie, effectivement, a une expertise reconnue sur le plan international en matière de lutte contre le terrorisme, parce qu'elle-même a été confrontée à cette menace toute seule. D'ailleurs, c'est l'un des rares États à avoir battu le terrorisme tout seul, et donc africain notamment, et donc ça c'est fondamental à mettre en avant. Et de cette expérience dure et difficile, l'Algérie, je pense, on a tiré un certain nombre de leçons qu'elle peut partager avec d'autres États. Et mais notamment est-ce que les services de renseignement maliens et algériens coopèrent déjà ce type de questions? Et je pense qu'il y a une reprise aujourd'hui du dialogue sécuritaire, notamment au niveau des frontières et tout ce qui touche au survol des drones armés, etc., pour éviter que le même scénario de 2024 se reproduise et que ce soit un nouvel épisode de tension entre les deux États. Mais la coopération sécuritaire entre Bamako et Alger est fondamentale. Mais est-ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Amezo, que les services de renseignement maliens et algériens mènent une coopération? Est-ce la réalité? Moi, je pense que oui. Même en pleine brouille diplomatique. Absolument, absolument. Moi, je veux rajouter un autre élément qui va dans le même sens. Hein. Vous savez, les Russes ont d'autres problèmes aujourd'hui. Vous confirmez, Bassem, cette coopération sur le plan du renseignement? Je pense que le renseignement ne s'est jamais arrêté, notamment via les Russes, en réalité, qui sont un État ami et allié de l'Algérie et de Mali. Je pense qu'il a dû y avoir des canaux non officiels, en tout cas, qui ont continué à fonctionner pour éviter des incidents entre les deux États et pour éviter également de toucher à ce que l'Algérie considère comme des lignes rouges par rapport à sa sécurité et à sa souveraineté nationale. Docteur Amezo?
Ben, c'est la même chose, hein, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai dit que les Russes ont d'autres problèmes ailleurs, et après tout, les Russes sont les amis et d'Alger et de Bamako, et donc ils ont dû mettre une pression forte pour que, écoutez, cette brouille s'arrête. Donc moi, je pense que ça va s'arrêter, sincèrement. La Mais le deuxième président chose, Tebboune va-t-il assouplir sa position vis-à-vis d'Africa Corps, l'ex-Wagner présent sur le territoire malien? D'une manière très négative, l'Algérie voit d'une manière très négative la présence d'acteurs étrangers au niveau de ses frontières et dans l'ensemble de la zone en réalité, parce que pour elle, c'est des acteurs qui vont plus déstabiliser que régler les problèmes qui se posent dans la région, parce qu'ils ne connaissent pas déjà la réalité locale. Et si on prend les mercenaires entre guillemets russes, bah ils sont là en réalité pour des raisons financières, même si officiellement ils aident le gouvernement malien, mais c'est pas un acteur qui va régler de manière définitive le problème de fond qui se pose au nord du Mali. Et ça revient toujours à cette dimension multidimensionnelle en réalité des problématiques qui se posent au Mali et qui ne peuvent pas se régler juste par la voie sécuritaire. Et donc, que ce soit Africa Corp ou les Français ou les Américains, à eux seuls, ils ne vont jamais régler le problème malien. Ils vont aider peut-être le gouvernement malien sur certains points, notamment pour reprendre le contrôle peut-être temporaire de telle ou telle zone, mais ça va jamais régler le problème de fond qui se pose au nord du Mali, qui renvoie en réalité à la nécessité d'un retour au dialogue. Parmi les points de friction, il y a aussi les accusations de Bamako à l'encontre d'Alger. Bamako accuse Alger de servir de base arrière au groupe du Front de libération de l'Azawad, au groupe terroriste, aussi d'accueillir les opposants maliens. Là-dessus, sur ces points-là, d'abord, est-ce qu'Alger va continuer d'offrir l'asile aux opposants maliens? Et quelles sont les garanties que le président Abdelmadjid Tebboune peut mettre sur la table pour assurer justement la transition malienne? Je dirais recevoir des opposants et accueillir des opposants est quelque chose qui fait partie de la tradition algérienne. En réalité, c'est pas quelque chose de nouveau, surtout que c'est des opposants qui n'ont pas été condamnés officiellement juridiquement, en tout cas par l'État malien. Il n'y a pas de demande d'extradition. Il faut pas également oublier que ces opposants hier, c'était des acteurs qui faisaient partie des négociations. Et donc l'Algérie a joué un rôle de médiateur entre une partie en tout cas de ces acteurs maliens qui sont aujourd'hui réfugiés en Algérie. Et donc, c'est tout à fait normal que l'Algérie maintienne un certain nombre de liens et de contacts avec ces acteurs, notamment l'imam Dicko, parce qu'en se projetant dans le futur, il ne faut pas également partir tout de suite de l'idée qu'il n'y a plus de possibilité de dialogue, que ces acteurs sont définitivement exclus de la scène médiatique et politique malienne. Et le fait de le recevoir en Algérie, cela, je pense, facilitera le dialogue intermalien à long terme. Mais le problème, c'est que l'opposition dénonce des restrictions de liberté graves au Mali, et cette opposition qui trouve exil en Algérie, docteur Amezo, une grande partie de l'opposition n'est pas en Algérie. Souhaite la chute d'Assimi Goïta. Non, écoutez, il faut pas mélanger tous les dossiers. La première chose, la plupart des opposants ne sont pas en Algérie, ils sont en France et ils sont un peu dans le monde, mais surtout en France. Donc la première chose, c'est une opposition politique. Et généralement, si on ne peut pas s'exprimer chez soi, il y a quand même l'une des figures importantes de l'opposition malienne, à savoir l'imam Dicko. Oui, c'est le seul en réalité qui est en Algérie. Oui, c'est le seul opposant d'envergure qui est en Algérie. Les autres sont en France. Voilà. Mais c'est un opposant d'envergure, comme vous dites. Non, d'accord, mais faut faire attention. Il n'est pas officiellement politique non plus. Hein, attention, c'est un imam. Bon, dans tous les cas de figure, il faut aussi savoir que dans les oppositions, il y a des gens qui jouent le jeu de l'extérieur, et il y a des gens qui jouent le jeu africain, et donc malien. Donc, il faut faire très attention quand on positionne les opposants comme ça de but en blanc. Plus le cas de l'Azawad, qui eux sont des Maliens, mais qui aussi ont un problème interne. Donc, n'allons pas trop vite. Moi, je pense qu'il faut séparer ces dossiers et peut-être que le Mali va décider, dans un futur dialogue, de les approcher un par un. Première chose. La deuxième chose, quand vous dites que ces opposants veulent absolument... Bon, bien sûr, le problème de la transparence au Mali, difficulté pour les journalistes ou tout simplement les médias de s'exprimer, et bien sûr, la liberté, elle est ce qu'elle est dans tout régime militaire pour la plupart du temps. Donc, je pense que ça va se résoudre avec le temps et aussi avec la compréhension qu'on a besoin de tous ces citoyens pour faire fonctionner un État. Mais là, on ne peut pas toucher ça pour le moment. Pour le moment, ce qui est le plus important et qui est vraiment le fond de votre dossier aujourd'hui, c'est comment faire pour obtenir le mot dialogue, quel que soit le mot, dialogue, concertation, sur lequel le gouvernement malien donne son accord. Et ce n'est pas clair encore au niveau de Bamako si cette compréhension est bien là.
puisqu'il y a justement des attaques, comme vous dites, que un tel est soutenu par, bon, on dit ici c'est l'Algérie, mais on dit aussi que c'est les Américains, on dit que c'est les Émiratis, on dit que c'est les Turcs, donc et la France. Donc il faut clarifier ça, et c'est le Mali qui doit parler. Sincèrement, Monsieur Tebboune, j'ai une dernière question. Monsieur Tebboune a expliqué sa position. Maintenant, le Mali doit nous dire clairement quelle est la ligne, quel est le chemin qu'on va prendre aujourd'hui. Je pense pas que ce soit tout à fait stable, et c'est encore en discussion, ce qui explique justement votre débat d'aujourd'hui. Et juste pour une petite précision, il ne faut pas oublier que l'imam Dicko, par le passé, avait joué ce rôle de facilitateur entre le JNIM et le pouvoir central, mais également entre certains éléments rebelles de l'Azawad et le pouvoir central malien à l'époque. Et donc, je pense que c'est un acteur qui mériterait d'être rapproché par Bamako aujourd'hui, parce que c'est l'un des rares, je pense, acteurs maliens qui tiennent à l'unité du Mali, qui peuvent négocier avec l'ensemble des partis. Et je pense que c'est également tout l'intérêt de sa présence en Algérie aujourd'hui, parce que ça rentre dans le cadre de ce potentiel futures négociations et facilitation pour permettre le retour à la stabilité dans l'ensemble du territoire malien. Alors j'ai une dernière question. Pour s'imposer en tant que partenaire clé du Mali, quelle est la ligne rouge qu'Alger ne doit pas franchir pour éviter justement de froisser le pouvoir malien et d'être accusé d'ingérence? Bassem Laredj. C'est pas question de ligne rouge, là on est bon dans le cadre de relations interétatiques et bien évidemment il y a les principes classiques du droit international, de la non-ingérence dans les affaires internes de l'État, le respect de la souveraineté des États, l'intégrité territoriale des États, et je pense que c'est des principes qui ont toujours été défendus par l'Algérie depuis son indépendance, et d'ailleurs ça a été son cheval de bataille, notamment pour l'indépendance des autres États africains auxquels elle a apporté son soutien pendant la période coloniale. Et donc je pense aujourd'hui on a entamé une phase de rapprochement entre l'Algérie et le Mali qui doit être encouragée et qui doit se poursuivre. Maintenant, effectivement, l'Algérie avait une présence diplomatique et politique dans la zone qui doit se traduire désormais par une présence plus économique également en parallèle de cette présence politique pour renforcer en réalité ces liens qui est fraternels qui existent entre l'Algérie et son environnement sahélien. Et à travers notamment la coopération économique, notamment dans le domaine énergétique. Il ne faut pas oublier également que l'Algérie a lancé dernièrement d'importantes infrastructures dans le sud algérien qui pourraient progressivement en réalité connecter le sud de l'Algérie avec l'ensemble du Sahel. Et donc ça va renforcer les interdépendances entre les États et donc finalement renforcer la coopération bilatérale et le bon voisinage. Sans oublier le transsaharien qui existe déjà, le lancement du projet du gazoduc qui doit traverser le Niger en provenant du Nigeria et en Pérou. Docteur Amezo, pour conclure là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un consensus sur la souveraineté. Chacun de ces États vraiment ont un consensus sur la souveraineté. La définition maintenant est très simple. Il va falloir créer des richesses pour les peuples, pour les populations. Et cette richesse ne peut pas subir des interférences, notamment des groupes terroristes qui déstabilisent les chaînes d'approvisionnement et tout simplement les chaînes de fourniture et autres. Les exemples qui ont été cités, sans compter les infrastructures qui peuvent être détruites. Alors du coup, il faut arriver à la conclusion, et je crois qu'ils sont arrivés. Le Mali et l'Algérie n'ont pas les moyens politiques, militaires, économiques, seuls, de contrôler ces immenses espaces frontaliers. Il faut trouver un arrangement, sans compter les trafics et autres. Donc, première chose. La deuxième chose, il faut pas négliger l'aspect, encore une fois, unitaire africaine. Certaines puissances occidentales tirent parti de la situation. Ils veulent légitimer leur présence militaire sécuritaire. Je ne veux pas les citer, mais la France, la Turquie, la Russie ou même les États-Unis. Bon, ils veulent contrôler des axes stratégiques pour que les ressources sortent sans que le gouvernement ne puisse taxer. Il faut le voir concrètement ce qui se passe. Ils veulent maintenir les États sahéliens dans des relations de dépendance. Ce n'est inacceptable maintenant pour une nouvelle vision africaine qui se met en place. Donc, la faiblesse de ces États va être compensé par cette nouvelle approche de coopération et ça doit passer par un contrôle des zones grises dans le Sahel. Et sur cette base, moi, je vois pas d'autre issue que chacun mette un peu, on est au Mali, dans les pays musulmans en Algérie, on boit pas de vin, mais qu'on mette un peu de l'eau dans ces situations un peu arrogantes là de politiciens pour qu'on revienne au réel politique. Merci. Pour dire qu'écoutez, les gens peuvent travailler ensemble et je crois que c'est vers ce dialogue ou cette forme de concertation qu'on va évoluer. Merci beaucoup, Docteur Amezo. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci, Bassem Laredj, pour ces analyses. Merci, on va revenir, évidemment, on va suivre ensemble cette actualité, le rapprochement, le réchauffement des relations entre Alger et Bamako. Il y a énormément de choses à dire. Je passe maintenant la main à la communauté. J'attends vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très vite.